Mais oui, ce n'était qu'un avis. Ça vous a impliqué dans cette affaire-là. Oui, mais c'est léger. La décision, le procureur est là. Elle est très. Je trouve que. Vous savez pourquoi on a fait cette réquisition? On a dit que, voilà, le procureur dit, ayant relevé que le coût retenu dans le contrat précité pour l'installation des forages était très élevé, Monsieur le ministre des Finances invitera le ministre du Développement rural à négocier avec le consortium pour revoir à la baisse le dit coût. C'est ce qu'on dit. Et puis on dit en réaction, le ministre Bota a obtenu d'augmenter le nombre de stations de 340 unités supplémentaires. Et puis on dit ensuite, bien qu'ayant constaté la surfacturation des forages après les négociations susventées, M. le ministre des Finances a reconnu au cours du briefing de presse tenu par le ministre de la Communication le 24 avril 2024 avoir payé la somme de 71 millions apparemment en l'absence de tout élément d'évaluation technique pouvant lui permettre de connaître le coût réel de chaque station d'eau. Vous ne trouvez pas ça un peu léger? Je trouve ça extrêmement léger comme motif pour m'interdire de voyager, me jeter en pâture, avec tout ce que j'ai représenté à l'époque en tant que ministre des Finances. Vous savez que le voyage de Paris que j'ai raté là, j'allais pour signer notamment 2-3 grands projets, un projet justement de 50 millions d'euros avec le Trésor français pour le financement de lampadaires, on va y revenir. On allait signer avec Alstom pour le train urbain, Métroquille. Tous ces projets, aujourd'hui, sont à l'eau, sont en difficulté. Donc, c'est pour vous dire simplement que chaque décision que l'on prend, quand on est en recherche de l'affaire publique, peut porter à conséquence et on doit le faire vraiment en pleine connaissance de cause. Éric Ambo. Je n'ai pas terminé. Oui. Sur le prix, la manipulation médiatique a voulu me faire passer pour celui qui a décidé d'acheter des forages de 5 000 $ qu'on met dans le coin de la maison à 300 000 $. C'est ça dans l'imaginaire des gens. Ça, c'est une manipulation malhonnête. Et elle a été sciemment entretenue. De un, je n'ai jamais dit qu'il y avait surfacturation. Même au briefing, j'ai dit, on m'a demandé, vous pensez qu'il y a surfacturation ou pas? J'ai dit, je ne suis pas en mesure de le dire. J'ai donné un avis en tant que ministre des Finances, je ne peux pas me prononcer sur la surfacturation. Et d'ailleurs, je vais demander au procureur d'ouvrir une enquête sur la question de la surfacturation pour qu'il nous dise s'il y a eu surfacturation ou pas. Mais la mauvaise foi avait déjà occupé les esprits en disant forage à 5 000, mieux à Tekiamon à 300 000. Ça, c'est malhonnête, ça, c'est injuste, juste parce que l'homme est à abattre à tout prix. Et je vais vous dire, je vais donner le prix du projet prise, je vais vous le donner. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait surfacturation. Jamais. J'ai juste pensé qu'il pouvait y avoir des ajustements, qu'on devait savoir de quoi on se passait. Et ça, c'était au ministre Bota de me convaincre, parce que c'est lui qui a la charge du contrôle. Ma charge était de payer. J'étais, selon le contrat, obligé de payer 79 millions la première année. Mon prédécesseur, le ministre Sélé, l'avait écrit dans une lettre clairement. Je marque mon accord sur l'instruction de ma hiérarchie, je marque mon accord pour faire un montage financier pour financer les 400 millions en 5 tranches annuelles. Et donc la première tranche annuelle, c'était 79 millions. C'était ça mon obligation. Si je les avais disponibles, je les aurais payés en une fois. Le suivi de l'exécution, ce n'était pas moi, c'était le ministre. Honorable, vous avez parlé de cette affaire de forage. Ma question c'est, pourquoi est-ce que vous avez décidé le paiement en procédure d'urgence? Pourquoi je le fais pour une raison simple? D'ailleurs, au moment où j'ai fait le premier paiement, en même temps que je faisais le paiement, j'écrivais au ministère du Budget pour qu'il prépare la suite. D'abord, c'est-à-dire qu'il prépare le paiement, le DTO, qui va venir régulariser la première tranche payée et puis qui va venir couvrir les tranches suivantes. Je n'ai jamais eu de suite du ministère du Budget. S'il y avait un problème, vous auriez dû me le dire. Soit ça arrive, soit non, vous avez fait une erreur, il ne fallait pas payer, voilà. Rien du tout. Mais vous savez aussi que dans le manuel de procédure de dépenses, il existe ce qu'on appelle procédure accélérée. C'est-à-dire que le ministre du Budget engage et liquide et écrit sur le document urgent pour que cela permettra le contrôle. Mais ceux qui n'ont jamais vous êtes passé aux procédures. Je peux le faire, mais moi aussi je peux le faire. Et quand je le fais, on travaillait en bonne synergie avec le ministre. On n'a jamais eu de difficulté. S'il y a une difficulté,
Il a eu tout le temps de me le dire. J'ai fait ce paiement de 71 millions en 3 tranches, ou 4 même. Et donc, il avait le temps de réagir pour me dire, attention, là, tu es en train de déconner, il y a tel problème, tel problème. Mais il ne me l'a jamais dit. Mais sur base de l'arrêté interministériel que vous avez signé avec le ministre du Budget, où Non, écoutez, toutes les listes des dépenses étaient dirigées vers vous et vous donniez l'ordre à la banque de pouvoir payer. Oui, mais je veux vous dire, quand on gère l'État, on a des contingences politiques et on doit les apprécier, on doit décider vite. La procédure d'urgence sert à ça. Là, nous avions pris énormément de retard pour discuter de quand est-ce qu'on commence, on commence par quoi. Nous voulons politiquement déployer ces stations, qui sont aujourd'hui disponibles, semble-t-il, dans le stock de fournisseurs. C'est-à-dire que les 300 stations sont disponibles, mais il faut les déployer. Et apparemment, ils ont mal géré leur trésorerie pour se trouver à court et ralentir l'exécution. C'est comme ça qu'au mois d'août, on était à 6 mois depuis le premier paiement. Lorsqu'on me demande de continuer les paiements, août 2023, je demande, vérifier un peu où est-ce qu'on en est. Et il nous informe qu'au mois d'août, il nous informe par écrit qu'on a déjà installé 89 stations. Je dis, vous êtes en retard parce que là, tel qu'on a payé, vous devez déjà être près de 200 stations. Mais ils expliquent qu'ils sont dans des discussions avec les autorités sur les emplacements, parce que ce n'était pas eux qui devaient choisir, et puis ils ont des problèmes logistiques, etc., etc. Mais ils peuvent rattraper ce retard rapidement, mais il faut des moyens pour déployer tout partout. Et comme l'engagement, l'obligation pour moi était de payer 79 millions, j'ai dit ok, je vous paye la 3e tranche que j'avais déjà annoncée, mais je m'arrête là. Le reste, je ne payerai que quand vous devrez rattraper le retard. Donc c'est la politique qui vous a obligé de payer en mode d'urgence en violant même les lois sur les dépenses publiques. Non, vous dites il n'y a pas. Vous savez le nombre de choses qu'on paye en procédure d'urgence? Il y a énormément. Mais la procédure accélérée peut vous permettre de vous couvrir. C'est ce qui a été. C'est pour ça que je me suis adressé à mon collègue du budget pour qu'il fasse le travail et qu'il m'interpelle en cas de difficulté. C'est tout. Vous savez une chose. Demandez à tous ceux qui fréquentent les 2 ministères là. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens. J'ai reçu une fois un monsieur qui est venu me voir pour un dossier propre, normal. Je lui ai dit, mais je suis désolé, il faut aller au ministère du budget parce qu'on va encore me reprocher des procédures d'urgence. Le monsieur s'est mis presque à pleurer. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une réalité ici. Et nous savons le temps que ça met parfois pour un dossier pour aller et revenir. Ça peut mettre des mois, alors qu'on a un impératif politique à résoudre. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on apprécie. Moi, j'assume ma décision d'avoir payé une procédure d'urgence. Je l'assume, il n'y a aucun problème. La question d'Ambago a un autre soubassement. Vous avez senti qu'il était important que ce forage se termine pour que ce soit un élément de la campagne électorale. Mais si je comprends, nous sommes en politique. La politique est là pour résoudre les problèmes des gens. Si on donne, et je vais vous dire, là où... Donc le mot d'urgence a été un mot électoral. Là où... Non, mais ça c'est une caricature. Oui. Là où ces stations ont été installées, mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact de mamans, de tout le monde, des gens qui n'avaient pas d'eau, qui reçoivent de l'eau en abondance. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas été vite, ça n'a pas été partout, à cause de toutes ces histoires que je regrette. Mais l'objectif n'était que celui-là. De la même manière que nous avons globalement amené les dépenses d'investissement à 11% des ressources propres mobilisées, avec des routes, des chantiers ouverts partout, le PDL, nous sommes dans cette dynamique. Et quel est le rôle d'un politique? C'est d'apporter des résultats, c'est de poser des actes transformateurs. Nous l'avons fait. Nous avons fait le PDL, nous avons fait à travers les diocèses catholiques, nous avons investi beaucoup d'argent. Vous savez que nous avons donné à 2 ou 3 reprises 300 000 $ par diocèse. Ils ont fait des projets locaux avec une efficacité incroyable. On n'en parle pas assez. Je crois qu'ils ont été beaucoup plus rapides et peut-être même beaucoup plus efficaces que le PDL. Il faut qu'on le reconnaisse à l'Église catholique. Ils ont été efficaces. Nous avons fait la même chose avec les protestants. On leur a donné des ressources. Sauf que les moyens étaient moins importants que le PDL, mais tous les moyens étaient bons pour répondre aux besoins des Congolais. Et le retard que nous avons dans tous les domaines est énorme. Et alors, maintenant, si vous me dites qu'on a des difficultés à conduire des projets correctement de bout en bout, je serais le premier à le dire. Ça fait partie de notre feuille de route dans le cadre des réformes, dans le cadre de nos programmes avec nos grands partenaires. On doit rétablir seulement la chaîne de la dépense. Mais la chaîne de la dépense, ça ne veut pas dire seulement un DTO. Hein. Le ministre du budget peut faire un DTO même sans soubassement. Si c'est que ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment
mettre en place un dispositif pour que le projet, depuis l'idée du projet jusqu'à la fin, soit fait correctement, soit bien suivi. Je vous dis qu'on est très faible. Nous sommes encore très faibles au niveau national. Mais honorable, si vous avez respecté les 4 phases de dépenses, engagement, liquidation, paiement, ordonnancement, paiement, vous n'aurez pas ces difficultés. La chaîne de la dépense a ses avantages et ses inconvénients. Elle est très bien pour renforcer le contrôle, mais elle pose problème parce que qui dit contrôle dans notre pays dit étape à franchir, dit temps, dit même argent, je crois qu'on se comprend, et ça devient maintenant un inconvénient. C'est pour ça que par moment, on prend le risque politique de passer outre pour atteindre l'objectif. Et le rôle d'un politique, c'est celui-là. Maintenant, quand, par précaution, j'ai en même temps saisi le ministre du Budget pour qu'il ait le temps, à froid, de revenir là-dessus, de nous aider à continuer, mais le retour n'est jamais venu. Alors, Choukran. Monsieur le ministre, merci. C'est une très bonne chose de vous avoir parce qu'on ne va pas parler beaucoup de français, mais je vais descendre un peu pour le commun du Congolais. Il y a eu un jour un ministre des Finances dans ce pays qui a payé des lampadaires à $5 000 l'unité. D'abord, avant d'aller plus loin en tant qu'homme congolais, connaissant ce pays et toutes les souffrances dans lesquelles nos populations vivent, quand vous vous rendez compte d'avoir payé à ces prix, est-ce que vous n'avez pas de regrets ou est-ce que vous n'avez pas eu quelques réactions? Non, vous savez, gérer les affaires publiques, c'est toujours très complexe. On peut avoir un point de vue du citoyen lambda, qui est un point de vue souvent léger, pas informé. Mais quand on est dedans, on voit les choses différemment. Et il faut prendre le temps d'expliquer, sinon on subit la justice populaire. Cette affaire de lampadaire est extrêmement claire. Je reçois, peu après ma prise de fonction, le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec le patron de Solectra, Samba Bachili, qui avait déjà validé leur projet à tous les niveaux, pour dire voilà, et j'étais au courant de ce projet, qui était validé aussi, pour me dire voilà, on a signé notre contrat, on voudrait que vous payiez les lampadaires. Et c'est là que je vois le montant, 13 millions, je demande le nombre de lampadaires, 2500 à peu près, je fais un calcul rapide, je vois que c'est 4000 et quelques. Ma première réaction, spontanée, innocente. Je dis, mais on est à 4900, mais moi je viens de payer des lampadaires avec un Modern Construct qui coûte $1500. Comment je peux justifier des lampadaires qui coûtent 3 fois plus cher? Oui, on est au courant et tout, mais ces lampadaires-là, c'est pas les mêmes. Et puis il me démontre, effectivement, c'est pas les mêmes. Et il me rappelle que ces lampadaires-là, c'est des lampadaires qui sont venus de France. C'est une opération pilote. Ils sont achetés en France à 1700 €. Et ces lampadaires-là, c'est une opération pilote pour déclencher le financement du Trésor français, que je devais signer d'ailleurs en avril et que je n'ai pas signé, de 1500, pour 30 000 lampadaires. Alors, peut-être vous allez me dire que le Trésor français aussi était dans la surfacturation, etc. Bon, ça, vous avez le droit. Mais c'est de cela qu'il s'agissait. Et donc, quand je vois ces évidences, je dis, ok, donc c'est une affaire sérieuse, et il me montre même les différences de luminosité, etc. Je dis, bon, puisque c'est déjà validé par ma hiérarchie, bon, on va y aller. Alors, je dis, bon, en même temps, comme c'est pas les mêmes lampadaires, mais que je veux m'assurer qu'on paye vraiment les lampadaires qu'on a dit, et qu'on ne va pas payer des lampadaires moins chers après, je mets en place une règle de jeu. Je dis au gouverneur, vous ouvrez un compte dans une banque, je vous paye l'argent, mais nous allons surveiller l'exécution de ces paiements pour protéger l'argent. Et il ouvre un compte à la Sofibank. Je transfère les 13 millions et en même temps j'écris à la Sofibank pour dire, je transfère, et au gouverneur d'ailleurs, pour dire je transfère l'équivalent de 13 millions de dollars pour les 2500 lampadaires, mais pour garantir la bonne exécution du projet, il faudra ma non-objection pour les décaissements. Et la première non-objection, c'est 30% du montant que vous avez le droit de payer aux prestataires, Solectra. Tout le reste, 70%, vous ne payerez que aux fournisseurs du prestataire. C'était pour moi une façon de sécuriser. Quand j'ai fini de faire ça, j'appelle l'inspecteur général des finances. Je lui dis, monsieur l'inspecteur général, je viens de transférer 13 millions à l'hôtel de ville, dans un compte à Sofibank. Je vous demande à vous de surveiller l'exécution de ce projet pour que tout se passe bien.
Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, ça tombe bien parce que j'ai déjà une équipe qui est basée là-bas à l'hôtel de ville, donc ils vont faire le suivi. Je dis, ok, je suis tranquille. Premier paiement, ok. Deuxième paiement, le gouverneur écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, on a déjà atteint 70% d'exécution. C'est lui, selon ses calculs. Moi, je ne suis même pas au courant. Alors, je demande qu'on paye encore 40% du montant au prestataire. L'inspecteur général des finances autorise. Il dit, oui, vous pouvez payer. C'est la banque qui m'interpelle. Le directeur de la banque, M. Henri Wazny, qui m'appelle, qui me dit, Excellence, vous aviez dit qu'on ne peut pas payer plus de 30% au prestataire. On a déjà payé 30%, maintenant on me demande de payer 40% encore au prestataire. J'ai dit non, vous vous conformez strictement à l'instruction que j'ai donnée. Vous payez par lettre de crédit, vous payez les fournisseurs, mais vous ne payez pas le prestataire lui-même, directement. Il a déjà eu ses 30%, ça suffit. Maintenant, il faut qu'on sécurise le projet. Ok, très bien. Il respecte ce que je dis. Après, il y avait encore un dernier 30%, la même chose. Et tout s'est bien passé, les conteneurs sont arrivés à Matadi. Maintenant, il faut sortir les conteneurs pour faire le projet. Cette fois-ci, maintenant, le prestataire nous saisit pour dire, on me demande de payer la TVA et la douane, les deux ensemble, ça fait 56% du montant. Si je paye ce montant-là, je perds de l'argent. Je dis, mais il fallait négocier l'exonération avant. Votre contrat ne prévoit pas d'exonération. Il dit, oui, mais je ne savais pas, j'étais distrait. Partout en Afrique où j'ai fait le projet, ces produits sont exonérés. Il m'écrit pour demander une exonération. J'envoie à ma cellule fiscale, le conseiller Chiribagoula, il me dit, au moment où nous parlons, il y a un décret en préparation qui exonère les produits solaires, mais il n'est pas encore finalisé. Ce que je vous conseille, c'est d'autoriser l'enlèvement d'urgence, comme ça il n'a pas de frais, il n'a pas de surestarise, il continue son projet, et entre-temps, on espère que le décret sera fait, et comme ça ils pourront bénéficier d'exonération. Je dis, ah oui, ça c'est pas mal comme idée. Et il prépare une lettre, et j'autorise l'enlèvement d'urgence. Ça va à la douane autorise la levée des lampadaires. L'IGF, qui est aussi à Matadi, s'interpose et bloque. Ils reviennent vers nous, ils s'échangent entre eux, l'IGF dit ok, on va lever, que le ministre confirme. On me demande de confirmer, je confirme de nouveau. L'IGF bloque de nouveau, je n'ai plus de nouvelles. Et nous nous retrouvons, je crois, au mois d'août 2023, au Brésil. Nous accompagnons le chef de l'État qui avait un sommet à Belém avec le président brésilien. Et M. Samba Bacheli est là. On se retrouve à la suite du président, parlant d'autres sujets. Et puis, M. Samba, avant la fin de la discussion, il dit, mais président, j'ai toujours un problème, je n'ai pas encore fini mon projet de lampadaire, alors que bientôt on va signer à Paris pour le financement et tout. Alors le président dit, comment c'est pas encore fini cette affaire, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, c'est le ministre des Finances. Il dit, non, c'est pas lui, c'est l'IGF. L'IGF qui bloque, le ministre a déjà écrit, mais l'IGF bloque. Il se tourne vers moi. Je dis, non, président, moi j'ai fait ce que je devais faire, je ne suis au courant de rien. Alors il me dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, il faut que l'IGF autorise qu'on enlève les affaires pour ne pas compromettre le projet. Alors, et puis le président me demande, moi, d'appeler l'IGF. Il dit, voir avec lui, qu'il libère le temps qu'il ne faut pas compromettre le projet, comme ça il aura des surestarises, et puis, entre-temps, on va régler le problème. Je sors de la suite, j'appelle l'IGF, je lui rends compte, je lui dis, voilà, on est au Brésil, M. Samba a posé tel problème, le président demande que tu libères d'abord et on va régler le problème de l'exonération après. Moi-même, j'étais surpris que ce n'était pas encore réglé. Alors il me dit, ok, ça va, je vais le faire. J'ai dit, bon, si vous avez des doutes, demandez à José Louvain, au directeur du cabinet adjoint Olivier Mondiongue qui était là. Il dit non, il doit demander au président lui-même. Il dit non, comme vous m'avez dit, Excellence, je m'exécute. On est en août 2023, hein. Je m'exécute. Août passe, jusque décembre, élection passe, et après quand tous ces gens décident de m'abattre, il ressort ce dossier, et avec deux thèmes, un seul thème, deux thèmes, surfacturation et non-livraison. Voyez un peu. C'est la même GF qui a sorti ce dossier. Alors que c'est eux qui étaient en charge et du suivi du compte et de la libération des conteneurs dans une affaire transparente, et ils ne l'ont pas fait. Si moi j'avais des intentions de m'enrichir là-dessus,
Vous croyez que je n'allais pas autoriser qu'on donne l'argent au prestataire pour qu'il m'en donne une partie? J'ai refusé de le faire, justement pour éviter qu'on ait cela. J'ai sécurisé le projet. Maintenant, donc on a fait ce scandale. Et lorsque j'ai eu l'occasion, dans une confrontation avec l'IGF, de démontrer que c'était vraiment de la mauvaise foi et de la cabale politique, en relatant tout ce que je viens de vous dire, le seul argument qu'il a trouvé, c'était non, mais en réalité, le prestataire dit qu'il a acheté ces lampadaires à 1 700 €, c'est faux. Moi, j'ai écrit au prestataire, il a acheté ça à 800 €. Donc, il ment quand il dit qu'il va perdre de l'argent s'il paye la douane et la TVA. Je dis, ah bon? Et pourtant, le prestataire a été payé par lettre de crédit. La banque ne peut pas tricher sur la lettre de crédit. C'est une société bien connue en Europe. Comment la banque peut tricher sur une lettre de crédit? Et puis, je ne pense pas que ce que vous dites est vrai parce que le crédit qu'on a obtenu avec le Trésor français, quand vous faites 50 millions d'euros pour 30 000 lampadaires, ça donne à peu près le même prix. On est à 1660 et quelques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait tricherie sur le prix. Moi, c'était pour m'assurer que la qualité soit la même, que j'ai fait tout ça, ce dispositif. Alors, il me dit, non, j'ai la lettre. Mais montrez-la, il ne me montre pas. Et le lendemain, j'appelle le prestataire, je dis, mais finalement, vos lampadaires, vous les avez achetés à combien? Parce que l'IGF prétend que c'est à 800 $ et que donc votre argument de perdre de l'argent est un faux argument. Il dit, excellent, je mets quiconque au défi. Ce produit est connu, c'est 1 700 €, 1 770 €. D'ailleurs, je vais demander au prestataire de le prouver. Et la même journée, il m'envoie une lettre écrite par le prestataire qui confirme le prix de 1 700 €. Ça, c'est juste la lampe, sans compter le mât qui était importé du Maroc, sans compter les accessoires et tout le reste. Et quand vous ajoutez transport et tout, les douanes et tout, c'était 4 900 € était justifié. Le dollar était justifié. Et donc, quand je reçois la lettre, j'envoie ça à l'IGF, à l'inspecteur général. Je dis, mais hier, chez le président, vous avez dit qu'il a trompé sur le prix, et donc son argument de dire qu'il perd de l'argent est un faux argument. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Regardez ça. Et d'ailleurs, quand on fait le calcul, 50 millions par 30 000 lampadaires, c'est ça. Alors, dans quel intérêt vous racontez des choses fausses? Dans quel intérêt vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez juste? Ça, c'est une question. Finalement, quand on regarde la tournure de ces dossiers, notamment d'autres aussi, est-ce qu'il y a eu un problème entre votre ministère et l'IGF finalement? Non, les gens veulent faire le biceps, mais moi je ne suis pas dans cette logique. Moi je suis dans une logique de travail et de résultats. C'est tout. Mais les gens veulent faire la politique quand ils ne sont pas. Nous qui sommes censés faire la politique parce que nous sommes des politiques, on est préoccupés par les résultats. C'est ça, toute la différence, elle est là. Et donc, il fait ça, et après, j'apprends que les mêmes lampadaires qui étaient bloqués à Matadi étaient mis en vente aux enchères. Et j'apprends que c'est la société Proton qui est candidate pour acheter ces lampadaires qui sont mis en enchères. Ça, c'est déjà sur les lampadaires eux-mêmes. Mais sur le prix des lampadaires, je crois que la démonstration est claire qu'il n'y a pas de surfacturation. Deuxièmement, la même IGF qui était en mission à la ville de Kinshasa n'a pas vu, peut-être qu'elle était distraite, qu'il y avait un autre fournisseur qui s'appelle Proton, du groupe Raoji, qui vendait des lampadaires 2 fois moins performants ou 3 fois moins performants que ceux de Solectra à 6 000 et quelques dollars, plus de 6 000 $. Pourquoi elle n'a pas vu? Pourquoi elle n'a pas parlé de surfacturation? Parce que vous avez... Oui, mais j'ai empêché aux gens de le faire. Pourquoi vous l'avez fait? C'était pour quelle raison? Mais non, vous soupçonnez qui allait voler? Je vais vous dire une chose. Le projet était déjà accepté, les prix étaient connus, l'argent était connu, vous avez payé. Pourquoi suivre l'argent même là où on va... Donc vous me reprochez d'avoir protégé les intérêts de l'État. Parce que finalement, ça n'a pas eu lieu. Finalement, on n'a pas eu les lampadaires. C'est faux. Les lampadaires sont finalement... Mais ils ne sont pas installés. Non, ils ont été installés. Ils sont installés aujourd'hui à 95%. Le seul tronçon qui n'est pas installé, c'est à la demande du gouverneur, parce qu'il y a des travaux à faire sur la route et tout ça. Mais ils sont faits. Mais là, plus personne n'en parle. On continue de répéter, monsieur Lampadaire, monsieur Toto, comment on dit, Yoyo, Abad, Mabou. On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. Et, par ricochet, j'ai démontré la mafia qu'il y avait derrière. Mais, puisque je n'ai pas cette puissance médiatique que d'autres ont, parce que je ne pense pas, moi, quand je me réveille le matin, à corrompre les journalistes pour qu'ils m'encensent,
Eh bien, bon, c'est moi qu'on veut jeter en pâture. Nani Aibi Yoyo Yaban. Qui a fait ça? Papa Tito. Tito. Qu'est-ce que j'ai fait? Oyibi Yoyo Yaban. Je ne sais pas par quelle magie. Tu fait moi manette reboye. Ado hotel à Boloko la Omar Bongo. On n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié. A Kokani na bataille ya ba Omar Bongo. Je ne suis pas convaincu. Siko Tolobani. Vidéo et la Kissa. Photo. C'est difficile d'accepter ça. Bandela image wana. Photo. Population mokondi alobi nini? Motherfucker. Suki wana. Dégueulasse.